on a quelqu'un qui a dit en permanence, depuis le début, qu'il n'y a rien, qu'il n'y aura rien, qui veut aller jusqu'au bout du procès pour démontrer que tout ça, c'est cousu de fil blanc, et puis tout d'un coup, il y a une demande de grâce. On dit, mais ok, si Netanyahou est sûr d'aller au bout de ce procès et qu'il n'en sortira rien et qu'il sera lavé de tout soupçon, bon ben ok, alors pourquoi demander une grâce? Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Benichai. David, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais que l'on revienne avec vous sur les deux grands dossiers de cette semaine, qui sont, on va dire, tous les deux des dossiers politico-juridiques, on va dire. Le premier, c'est celui qui a un peu surpris en début de semaine la décision de Benjamin Netanyahou de demander la grâce présidentielle dans une lettre officielle au président Herzog. Est-ce que finalement, cette initiative qui était un peu inattendue. Est-ce que c'est pas une occasion de saisir au vol cette proposition pour essayer peut-être euh, d'apaiser les esprits comme le souhaite Benjamin Netanyahou? Non, je pense que on a un champion toute catégorie de la magie et de la manipulation, comme dirait Ben Caspit. Non, il a sorti ça, effectivement, dans un moment où il y a deux gros dossiers, parce qu'il n'y a pas juste le dossier, effectivement, la loi d'exemption pour les orthodoxes, pour les élèves des études des yeshivot, mais il y a aussi la question qui est brûlante de la commission d'enquête d'État. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui cette demande de Hanina, cette demande de grâce qui aurait pu être fait plus tard, qui aurait pu être fait dans un timing un peu différent, il arrive tout d'un coup, vous l'avez dit vous-même, de façon tout à fait étonnante, on ne s'y attendait pas, même si effectivement on a compris que c'était la direction puisque Trump assez lourdement a insisté auprès d'Herzog pour que ce soit fait, mais pourquoi maintenant, dans un moment précisément où tous les indicateurs montrent qu'il y a assez peu de chances que cette loi passe? Il y a une vindicte interne au sein du Likoud d'un certain nombre de ministres et de députés qui s'opposent fermement à cette loi et qui, à mon avis, ne voteront pas pour cette loi avec aussi, vous l'avez entendu comme moi, un rapprochement plus ou moins indirect avec Mansour Abbas du parti RAM pour obtenir le vote non pas le vote, mais le fait qu'il ne se présente pas au vote, ce qui permettrait Ouais. de changer les équilibres et donc de demander au parti arabe de ne pas être présent lors du vote pour effectivement créer un déséquilibre et faire en sorte que la loi passe malgré tout. Alors Mais oui, tout ça, voilà, tout ça, je ne parle pas du contenu. vous avez dans Voilà, votre réponse rassemblé un peu tous les grands dossiers, les grands exact. dossiers, C'est pour mais camper le non, mais non. décor. Alors clairement, alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette demande de cette demande de grâce? On connaît plus ou moins maintenant, tous les Israéliens savent qu'il faut, pour demander une grâce, il faut être avoir été reconnu coupable, avoir été condamné. C'est pas du tout le cas de Benjamin Netanyahu. Qu'est-ce que vous pensez que le président, si vous étiez à la place du président, ou au moins son conseiller, qu'est-ce que vous lui suggéreriez de faire? Écoutez, il y a quand même deux éléments qui sont les prérequis d'une demande de grâce. C'est le fait d'être reconnu coupable et donc d'avoir une peine et donc de demander la levée de cette peine suite à une condamnation. Donc, ce n'est pas le cas. Et je rappelle juste qu'il y a, d'un point de vue logique, il y a quand même quelque chose qui est assez contradictoire. On a quelqu'un qui a dit en permanence depuis le début qu'il n'y a rien, qu'il n'y aura rien, qui veut aller jusqu'au bout du procès pour démontrer que tout ça c'est cousu de fil blanc, et puis tout d'un coup il y a une demande de grâce, on dit mais ok, si tu es sûr, si Netanyahou est sûr d'aller au bout de ce procès et qu'il n'en sortira rien et qu'il sera lavé de tout soupçon, bon ben ok, alors pourquoi demander une grâce? Et puis je crois que ce sur quoi il faut s'attarder, c'est pas tellement la grâce et le fait qui est pas, parce qu'il y a un cas, c'est là-dessus qui s'appuie sur le cas du Oui. bus 300. Il y a un cas, effectivement, mais c'est plus compliqué, puisqu'effectivement, dans le cas du bus 300, tout le monde a été soit licencié, soit a démissionné. Donc là, il y a la question de la culpabilité, qui n'a pas été prononcée, qui n'a pas été reconnue non plus de sa part. Et en Ouais. plus de ça, il y a une condition qui est impossible à transgresser, c'est le fait de quitter la vie politique. On va dire qu'en supposant qu'il soit condamné, on ne sait pas trop. Mais au final, quand on demande la grâce, évidemment, c'est la sortie de la vie politique. Donc ça Alors signifie. je vais rebondir sur ce que vous dites là maintenant parce que c'est effectivement quand on écoute les leaders de l'opposition, bien ils disent tous oui ben on peut envisager une amnistie à condition qu'ils quittent la vie politique à tel point que
on a le sentiment que la véritable préoccupation, c'est pas de savoir si Benyamin Netanyahou est coupable ou innocent dans les procès dans lesquels il est impliqué, mais c'est en fait de le voir débarrasser le plancher, quoi. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas personne, à titre personnel, je suis pour aller au bout du procès. Je suis pour un refus total et catégorique de la demande de grâce. Et je suis pour la réponse du peuple. De mon point de vue, il y a, sur la question de se débarrasser de Netanyahou, moi, personnellement, je n'ai à l'esprit que la réponse aux urnes du peuple. Et c'est pour moi ça la seule et vraie unique réponse que doivent apporter les Israéliens à la question de débarrasser le plancher. Maintenant, il y a aussi un cadre juridique. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais ce qui me pose problème, Daniel, c'est pas tellement le fait qu'il y a la question de la culpabilité, le fait de ne pas reconnaître sa culpabilité, le fait de ne rien regretter, le fait de ne pas vouloir quitter la vie politique même. C'est le fait de mettre en dépendance, parce qu'on crée des éléments, on fait dépendre des choses qui en théorie n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais il demande une grâce pour expliquer qu'il faut réunir le peuple et surtout qu'il s'occupe enfin des dossiers de la justice et des communications et de la presse. Et je me dis, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toutes ces années, il pouvait pas s'occuper, il pouvait pas dire à Lévin de se calmer, il pouvait pas dire, il n'est pas derrière ces lois, il n'est pas derrière ce procès. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui va dire au peuple, attendez, je vais pouvoir prendre en main enfin les questions du système judiciaire et enfin les questions de la presse. Oui, d'abord parce Et qu'il puis en faut fait, expliquer, pardon, il faut expliquer à nos auditeurs parce qu'ils ne le savent pas obligatoirement, c'est que Benjamin Netanyahou, depuis quasiment le début de son mandat, il est empêché par la conseillère juridique du gouvernement de s'occuper officiellement envers du dossier de la réforme judiciaire. C'est officiel, mais c'est Daniel, pas officieusement. On sait qu'il était. ouais, ouais, enfin Daniel, attends. Ça, c'est d'une certaine, c'est, comme on dit, Ata Roche, Ata Hachem. Tu es le responsable, tu es le code numéro un, tu es le chef en haut de la pyramide. Il n'y a rien qui doit t'échapper. Il n'y a rien, absolument rien. Et quand bien même tu n'as pas à toucher aux questions de système judiciaire, alors à ce moment-là, c'est ni dans un sens ni dans l'autre. C'est pas je suis pas au courant, je regarde pas, mais ça se passe quand même, ou je suis au courant et je veux que ça se passe comme ça. Non, c'est que rien ne doit se passer. Il est le responsable du gouvernement. S'il a un conflit d'intérêts à toucher au système judiciaire, il y a plein de choses à faire dans le pays qui ne sont pas s'occuper du système judiciaire. Donc on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt en disant bah, c'est pas ma faute à moi, c'est la faute de Yariv Levin qui a emmené le pays dans une catastrophe parce que on sait très bien la responsabilité de ce processus de réforme judiciaire, à quel point elle a créé un éclat à l'intérieur. Elle a vraiment coupé le peuple en deux autour de ces questions et on a vu ce que ça a donné le 7 octobre. Donc je ne comprends pas. Il ne peut pas venir dire aujourd'hui, ça fait chier, conflit d'intérêts, je ne m'en suis pas occupé. Non. Ou tu t'en occupes, ou tu t'en occupes pas, mais si tu t'en occupes pas en tant que chef du gouvernement, alors il n'y a aucun de tes ministres qui va commencer à bidouiller une loi. Donc Bon. là-dessus, moi, j'accepte pas cet argument. Alors, ok, on aura certainement le temps de se reparler parce que la procédure, elle est quand même assez longue et elle va s'étendre probablement sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. Je voudrais aborder avec vous le deuxième sujet, c'est-à-dire celui de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et la position de la gauche, elle est connue, c'est une opposition farouche. Pas la Vous gauche, hein. pensez, est-ce que je voulais vous poser sur une question de principe? Est-ce que peut-être c'était peut-être l'occasion de trouver par exemple un cas de figure où on va essayer de voir qui c'est qui m'appelle maintenant. Une seconde, hein. Une seconde. Daniel, je te rappelle, je suis en Zoom, là, je te rappelle. Ok. Euh, Euh, est-ce que vous ne pensez pas il y a justement face à la situation actuelle, sur la loi de l'enrôlement, une possibilité de trouver une sorte de dénominateur commun entre la gauche et une partie de la droite israélienne? On le voit, par exemple, il y a des mouvements comme le mouvement sioniste religieux, comme même certains députés du Likoud, qui s'opposent farouchement à cette loi. D'abord, vous pensez qu'elle va passer? Elle peut passer? Non, déjà, la première chose, alors je rectifie un point, Daniel, hein, c'est pas la gauche, hein, c'est tous les gens, attention, hein, ceux qui s'opposent à cette loi, c'est tous ceux qui sont
dont les enfants sont enrôlés, qui ont été eux-mêmes en Milouim. Et donc c'est toute la partie du peuple qui prend sur elle le fait de servir le pays à l'armée. Donc c'est bien, bien, bien plus large, à moins que vous pensiez que tous ceux qui servent dans le pays soient les gens de gauche, mais je ne crois pas. Il y a dans les gens qui servent à l'armée toute la palette, à part effectivement cette frange de la population orthodoxe qui ne fait pas l'armée, où ils sont extrêmement peu, proportionnellement à leur représentation dans la population israélienne. Donc, déjà, il y a une loi, elle existe, hein, c'est l'enrôlement pour tous, quoi. Et cette loi, elle existe. Donc, s'il y a des cas de figure d'exception, il faut les traiter, mais en l'occurrence, euh, je ne pense pas qu'il y ait une loi à faire. Il y a aujourd'hui deux choses. Il y a la question du principe, sur lequel on se casse les dents, et je vous rappelle que le précédent gouvernement en 2019 était tombé aussi sur ça. Donc la question de l'enrôlement des orthodoxes, c'est une question qui traverse le pays depuis longtemps et qui touche au système politique, pas depuis hier, mais depuis un bon moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le timing. Vous avez 230 000 Tsavegius qui viennent de sortir, 230 000 lettres pour des soldats pour pouvoir faire pour devoir faire des Milouim dans les prochains jours et les prochaines semaines. Il y a un cynisme absolu dans ce timing-là. Vous demandez aux gens qui ont fait. Vous avez entendu les chiffres d'Avigdor Lieberman. Voilà, je cite Avigdor Lieberman, pas Yair Golan. Je cite Avigdor Lieberman qui disait dans une conférence de presse que vous avez 20% des Méloïnikim qui divorcent. Vous avez des gens, un jeune hier soir au journal de télé disait, un jeune de trentaine d'années, il disait, je ressortais de Gaza, j'ai vu des morts, j'ai vu du sang, j'ai vu tout, j'étais épuisé, je rentrais chez moi voir mes enfants, j'étais à la casse-pommade pour tirer de l'argent, il n'y avait pas un centime, j'avais honte. La honte que j'ai jamais eue depuis que j'étais étudiant. Donc on a aujourd'hui un pays qui est en souffrance, on a des gens qui ont servi, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés, vous avez plus de 2000 morts civils et soldats, vous avez plus de 20 000 personnes blessées, avec des gens amputés, avec des gens avec des traumatismes, des post-traumas. Et à ce moment précis, alors que la société entière est traversée par ces 2 ans de guerre, la plus longue, la guerre la plus longue et la plus meurtrière, vous venez dire, bon, ben, on va créer une loi où on va sortir une partie de la population qui ne va pas servir. Vous comprenez que non seulement cette question, elle est explosive depuis longtemps politiquement, mais qu'en plus, en termes de timing, il y a une façon de maltraiter, d'humilier, de balayer d'un revers de main tous les gens. Et vous savez quoi? Je vous inclus. Le sionisme religieux aussi, j'inclus tout le monde, pas juste nous, la gauche, j'inclus tous les gens dans ce pays qui servent ce pays. Et que ce soit à droite, qu'ils soient au centre, qu'ils soient à gauche, c'est des gens qui servent et qui mettent leur vie en danger, la vie de leurs enfants en danger pour défendre le pays. Donc c'est pas le moment, quoi. On sort de guerre, cette loi, elle a aucun sens dans ce moment précis. Alors, je vais vous poser une question incontournable alors que l'on approche d'une année électorale. En supposant qu'au lendemain des élections, il y a des résultats dans les différents partis qui font que pour obtenir une coalition, on va dire le centre, la gauche ont besoin des partis orthodoxes. Est-ce Non, que non, non, aujourd'hui, c'est pas la question. Dans ce cas de figure, est-ce que dans un cas de figure comme celui-là, et que les orthodoxes disent notre condition pour rentrer dans un gouvernement de centre-gauche, parce que ça s'est déjà produit ce cas de figure, c'est de ne pas voter une loi, de voter une loi qui dispense les élèves des yeshivot. Est-ce que, on va dire par exemple Yair Golan ou d'autres leaders de la gauche israélienne, eh bien, pourraient accepter, ou ça vous semble totalement surréaliste? Non, enfin, je comprends la question, mais je pense qu'elle est très théorique, cette question. D'une part, parce que premièrement, je veux préciser, c'est pas un gouvernement de centre-gauche. Le gouvernement de Bennett, de changement, c'était un gouvernement, on va dire, démocrate-libéral, hein. C'était, si vous incluez dedans Avigdor Lieberman, c'est pas quand même quelqu'un du centre-gauche, hein. Avigdor Lieberman, Bennett non plus, hein. Il est quand même issu du sionisme religieux. Donc on a quand même là un ensemble, une coalition. D'ailleurs, on peut citer d'autres exemples en Europe avec la Pologne, etc., où vous avez tout un ensemble de partis qui se réunissent pour gérer le pays parce qu'ils considèrent qu'on est en crise. Mais aujourd'hui, la question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est pas les orthodoxes. Personne ne parle aujourd'hui de monter un gouvernement et d'avoir les 4 sièges ou les 5 sièges ou les 6 sièges de Yahudut Torah. La grande question qui se pose aujourd'hui aux partis, c'est le fait de gouverner avec les partis arabes. C'est ça la vraie grande question Mhm. qu'il y a aujourd'hui. Et ça, là-dessus, je pense qu'on a à se mettre d'accord. Évidemment, Yair Golan et les démocratismes sont pour inclure Mansour Abbas, Ram, au moins un minima. Euh, euh, mais aujourd'hui, c'est ça qui est assez désolant, c'est on fait comme si 20%, c'est plus.
en pourcentage de représentation que les orthodoxes, hein, entendons-nous bien, Ouais. comme s'ils n'existaient pas. Aujourd'hui, il s'agit de gouverner et d'y associer les partis arabes pour gouverner, car aujourd'hui, dans la façon dont les choses se dessinent, celui qui gouvernera, c'est pas qui gouvernera avec les orthodoxes, il gouvernera avec les arabes. Voilà, c'est ça la vraie grande question. Mhm. Avec les partis arabes, et aujourd'hui, vous avez un parti qui a fait ses preuves, qu'on essaye plus ou moins d'interdire et de rattacher aux frères musulmans, ce qui n'est absolument pas le cas. Il n'y a rien dans la charte du mouvement islamique du Sud, quoi que ce soit qui le rattache aux frères musulmans, et donc on ne peut pas l'interdire, ça ne passera pas dans le bagat. Mais aujourd'hui, le vrai enjeu, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'il y a la tentation de ce gouvernement actuel de faire, d'éliminer ou de passer, de créer des conditions de stress en direction de l'électorat arabe pour que justement ce paramètre-là ne joue pas dans les prochains résultats. Mais aujourd'hui, la question ne se pose pas avec les orthodoxes, et de toutes les manières, au regard des positions qu'ont eu tous les partis, de Lieberman à Yair Golan, tous les partis ont été très clairs. Ils n'intégreront pas les orthodoxes, encore moins s'ils viennent avec l'exigence d'une loi qui va exempter non pas seulement les élèves les plus brillants des yeshivot, qui sont les futurs rabbins, les futurs shoftim, les futurs juges des batédines et des tribunaux rabbiniques. Ok. Non, il s'agit d'exempter absolument tout le monde, même ce qu'on appelle en hébreu les batlanim, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas vraiment à la yeshiva et qui foutent rien toute la journée. Donc non, c'est pas possible ça. Ok. Mais on a bien compris. En tout cas, c'était très intéressant de dialoguer avec vous sur ces deux dossiers, l'amnistie et la loi sur la conscription des élèves des yeshivot. Merci beaucoup, David Benjai, d'avoir été avec nous ce Merci. matin. Bonne journée. Merci Daniel, bonne journée.